Paris, 16e arrondissement, 28 octobre 2022. Une pluie fine et tenace s'abat sur les avenues bordées d'immeubles haussmanniens, lavant les trottoirs dans la lumière grise d'un petit matin d'automne. Le silence feutré des quartiers cossus n'est troublé que par le son lointain des cloches de l'église Notre-Dame d'Auteuil, une quiétude brutalement déchirée par le clignotement bleu et rouge des gyrophares. Devant un imposant bâtiment à la façade en pierre de taille, plusieurs véhicules de police et de gendarmerie sont garés en désordre, leurs portières ouvertes. Les voisins observent discrètement depuis leurs fenêtres, sentant que l'événement qui se déroule n'est pas un simple cambriolage, mais quelque chose de plus insidieux, de plus silencieux. Au 4e étage, derrière une porte en chêne massif que les pompiers viennent d'ouvrir, un mystère prend forme, un mystère qui commence par une absence assourdissante. L'appartement appartient à Élodie Blanchard, 34 ans, une femme à la vie en apparence parfaite, une étoile montante dans le monde très fermé de la restauration d'art. Spécialiste reconnue des primitifs flamands et de la Renaissance italienne, elle s'était fait un nom par sa méticulosité et sa capacité à redonner vie à des œuvres que l'on croyait perdues. Ses collègues la décrivent comme brillante, discrète, presque entièrement dévouée à sa passion. Elle venait d'ailleurs de se voir confier un projet exceptionnel, l'authentification et la restauration d'un portrait que les experts pensaient être une œuvre de jeunesse perdue du Titien, récemment découvert dans une collection privée suisse. Une consécration professionnelle qui attirait à la fois l'admiration et la jalousie. Comment une femme dont l'existence était si précisément ordonnée, si dédiée à préserver l'harmonie, a-t-elle pu s'évaporer dans un tel silence ? À l'intérieur de son vaste appartement, les premiers enquêteurs de la brigade criminelle sont déconcertés. Aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte visible. Le lieu est impeccablement rangé, presque aseptisé, à l'exception de quelques détails troublants qui jurent avec l'ordre ambiant. Une tasse de café froid, renversée sur un précieux tapis d'Orient près de la table du salon. Un foulard en soie posé en hâte sur le dossier d'une chaise, comme si son propriétaire avait été interrompu. La porte-fenêtre donnant sur le petit balcon est entr'ouverte, laissant entrer l'air humide et froid du matin. Son téléphone portable est sur la table de chevet, son sac à main et ses clés sur la console de l'entrée. Tout semble indiquer qu'Élodie n'avait pas l'intention de sortir. C'est le début d'une énigme qui va secouer le monde de l'art parisien et révéler les sombres secrets qui se cachent derrière les façades les plus respectables. Le commissaire divisionnaire Vincent Lefebvre, de la brigade criminelle, se tenait au centre du salon, les mains dans les poches de son imperméable beige, une habitude qui masquait une tension intérieure palpable. Cinquantenaire au regard lame et perçant, il avait vu assez de scènes de crime pour savoir que les plus silencieuses étaient souvent les plus complexes. L'ordre apparent de l'appartement ne le trompait pas. C'était un ordre défensif, un silence qui criait. Il s'agenouilla près de la tasse de café sur le tapis perçant, sans y toucher. La tasse était une porcelaine fine, délicate, comme la propriétaire des lieux. La chute n'était pas accidentelle. Elle témoignait d'un geste brusque, d'une surprise, d'une confrontation qui n'avait laissé aucune autre trace. Pour l'heure, le dossier était officiellement qualifié de « disparition inquiétante », un euphémisme administratif qui ne rendait pas justice à la vague de froid qui parcourait l'échine du commissaire. Il savait que chaque minute qui passait amenuisait les chances de retrouver Élodie Blanchard vivante. La quiétude de ce quartier bourgeois venait de se fissurer, et Lefebvre sentait qu'il ne faisait que commencer à sonder la profondeur de la brèche. L'équipe de l'identité judiciaire, vêtue de combinaisons blanches, se déplaçait avec une lenteur méthodique, transformant l'élégant appartement en un laboratoire stérile. Leurs lampes à lumière rasante balayaient les parquets, cherchant la moindre fibre textile, le plus petit cheveu étranger. Le Polylight, projetant ses différentes longueurs d'onde, ne révéla aucune trace de sang ou de fluide corporel suspect, renforçant l'hypothèse d'un départ contraint mais non violent. Pourtant, un technicien attira l'attention de Lefebvre sur un détail infime, presque invisible à l'œil nu, près de la tache de café. Un minuscule éclat de pigment bleu, d'une intensité et d'une composition chimique anormale pour un intérieur contemporain. Les premiers tests au spectromètre portable suggérèrent une base de lapis-lazuli, un pigment extrêmement coûteux et historiquement utilisé par les grands maîtres de la Renaissance. Ce n'était pas une preuve, mais un fil. Un fil qui reliait directement la disparition d'Élodie non pas à sa vie personnelle, mais à l'essence même de son art, à ce tableau du Titien qu'elle était en train de faire parler. Les premières auditions confirmèrent rapidement l'intuition du commissaire Lefebvre. L'assistante d'Élodie, une jeune femme tremblante nommée Chloé, décrivit une patronne de plus en plus secrète et anxieuse ces dernières semaines. Le projet du Titien, initialement une consécration, était devenu une source de tourments. Élodie avait émis des doutes sérieux sur la provenance officielle du tableau, qui le traçait jusqu'à une famille d'industriels suisses. Elle avait découvert des anomalies dans les registres de vente des années 1940, des zones d'ombre coïncidant avec la période de la spoliation des biens juifs par le régime nazi et ses collaborateurs en France. La loi française, à travers l'ordonnance du 21 avril 1945, est très claire sur la nullité des actes de spoliation, rendant toute œuvre issue de ces pillages inaliénables et sujette à restitution. Élodie s'apprêtait à contacter l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels,
une démarche qui aurait pu faire s'effondrer une transaction estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros et exposer des secrets de famille soigneusement enfouis depuis plus de 70 ans. Le puzzle prenait une dimension nouvelle, bien plus sombre. La disparition d'Élodie Blanchard n'était plus une simple affaire criminelle, elle devenait une affaire d'État, un enchevêtrement de droit international, d'histoire et de gros sous. Le commissaire Lefebvre comprenait maintenant la nature du silence qui régnait dans cet appartement. C'était le silence de ceux qui ont trop à perdre. Les propriétaires suisses du tableau devenaient des suspects potentiels, tout comme les intermédiaires et les experts qui avaient validé la première version de l'histoire de l'œuvre. Qui avait intérêt à faire taire la restauratrice avant qu'elle ne puisse rendre son rapport officiel? Le minuscule éclat de pigment bleu lapis-lazuli sur le tapis n'était plus un simple indice. C'était la signature d'un crime où l'art n'était pas la victime, mais l'arme et le mobile. Lefebvre sentit le poids de l'histoire s'abattre sur ses épaules. Il n'enquêtait plus seulement sur une disparition, mais sur les fantômes du passé, des fantômes prêts à tout pour ne pas être dérangés. Le commissaire Lefebvre savait que les murs de la préfecture de police du 36, quai des Orfèvres, bien que chargés d'histoire, ne suffiraient pas à contenir cette affaire. La spoliation d'œuvres d'art était un crime complexe, à la croisée des chemins entre l'histoire, le droit international et le grand banditisme. Il prit une décision qui allait redéfinir les contours de l'enquête, faire appel officiellement à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Il organisa une réunion d'urgence avec la capitaine Valérie Dubois, une femme de la gendarmerie nationale dont la réputation n'était plus à faire. Dans la salle de crise, l'ambiance était lourde. Lefebvre exposa les faits avec une précision clinique. La disparition, l'appartement immaculé, les doutes d'Élodie sur le Titien et, surtout, le minuscule éclat de lapis-lazuli. Pour Dubois, ce pigment n'était pas un indice, c'était une confession. Elle comprit immédiatement que l'enjeu dépassait la simple disparition. Il s'agissait de déterrer un secret que 70 ans d'oubli calculé avaient tenté d'ensevelir. La collaboration entre la police judiciaire et la gendarmerie était désormais scellée, unissant leurs forces face à un adversaire puissant et invisible. Pendant que la coopération se mettait en place, une autre bataille se jouait, silencieuse et patiente, dans les dépôts d'archives de la République. Lefebvre avait dépêché ses meilleurs enquêteurs aux archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine et au centre diplomatique de la Courneuve. Leur mission, éplucher le répertoire des biens spoliés, ces listes établies après-guerre pour tenter de retracer les milliers d'œuvres pillées. C'était un travail de fourmi, une plongée dans la bureaucratie tragique de l'après-guerre. Des jours durant, ils ont déchiffré des fiches jaunies, des inventaires manuscrits et des témoignages de survivants. L'air était chargé de l'odeur du papier ancien et du poids des destins brisés. Finalement, dans un dossier classé sous la référence MNR 212, ils trouvèrent une correspondance. Une réclamation datée de 1946, déposée par un cousin éloigné de la famille Fischer, des collectionneurs parisiens déportés en 1943. La note décrivait succinctement plusieurs tableaux disparus de leur appartement de l'avenue Foch, dont un « Portrait d'homme à la barbe rousse, école italienne, potentiellement Titien ». Le fil ténu se solidifiait. Sur le terrain, dans le 16e arrondissement, les policiers reprenaient les interrogatoires de voisinage, espérant qu'un détail oublié referait surface. Cette fois, ils écoutèrent plus attentivement Madame Dubois, la concierge de l'immeuble d'en face, une femme d'un certain âge que la première patrouille avait un peu trop vite écartée. Stimulée par l'insistance des enquêteurs, sa mémoire s'éclaircit. Le matin de la disparition d'Élodie, très tôt, une berline noire aux plaques suisses était restée garée anormalement longtemps en double fil. Ce n'était pas une voiture du quartier. Elle se souvenait de deux hommes qui en étaient sortis. Ils n'attendaient pas, ils surveillaient. L'un, plus âgé, cheveux grisonnants, portait un long manteau de cachemire. L'autre, plus jeune, athlétique, semblait être son garde du corps. Leur posture, leur silence, leur présence même dégageaient une aura d'autorité froide et menaçante. Ils observaient la façade de l'immeuble d'Élodie, précisément ses fenêtres du 4e étage. Son témoignage, d'abord anecdotique, devenait soudain une pièce maîtresse, le premier lien physique entre la disparition et les propriétaires suisses du tableau. La plaque d'immatriculation, même partielle, était une aubaine. La capitaine Valérie Dubois, de l'OCBC, prit immédiatement les choses en main. Grâce aux images de vidéoprotection de la ville de Paris, un travail fastidieux de recoupement permit de reconstituer le numéro complet. Forte de cet élément, elle enclencha le protocole de coopération policière internationale via Interpol, adressant une demande d'entraide judiciaire aux autorités helvétiques. La procédure était notoirement lente et formelle, un labyrinthe administratif conçu pour protéger la souveraineté nationale. Dubois savait que la famille Schmitt, la dynastie d'industriels propriétaires du tableau, n'était pas n'importe qui. Puissante, influente, elle disposait de réseaux politiques et financiers capables de ralentir, voire d'enterrer, une telle requête. C'était une course contre la montre et contre l'inertie diplomatique. Chaque jour de retard laissait aux responsables potentiels le temps d'effacer leurs traces, de consolider leurs mensonges et de s'assurer que le secret du Titien resterait à jamais dans l'ombre. Pour Dubois, la bataille ne faisait que commencer.
Lefebvre, de son côté, sentait que la clé ne se trouvait pas seulement dans le passé ou à l'étranger, mais aussi dans l'environnement de travail d'Élodie. Il obtint un mandat pour perquisitionner son atelier de restauration, un lieu distinct de son appartement, situé dans une petite cour pavée près de la place des Vosges. L'endroit était un sanctuaire de l'art, un laboratoire où le temps était suspendu. Au milieu des flacons de solvants et des pigments rares, tout était à sa place, dans un ordre quasi monacal. C'est en inspectant son bureau qu'il remarqua un tiroir fermé à clé. Une fois forcé, il révéla non pas des outils, mais un carnet Moleskine noir. À l'intérieur, Élodie avait consigné bien plus que des doutes. C'était un véritable contre-dossier. Elle avait méticuleusement retracé le parcours du tableau, superposant des registres d'enchères, des archives de transporteurs maritimes et des photos de famille des Fischer qu'elle s'était procurées. La dernière page glaça le sang du commissaire. Écrite d'une main nerveuse, la veille de sa disparition. Ils savent que je sais. J'ai rendez-vous demain pour discuter. Ils insistent pour que ça se passe chez moi. La révélation du carnet d'Élodie fut un électrochoc pour l'équipe d'enquête. Ce n'était plus une hypothèse, mais une certitude. Sa disparition était directement liée à sa découverte et à ce rendez-vous fatal. Les ils désignaient sans l'ombre d'un doute les émissaires de la famille Schmitt, probablement les 2 hommes décrits par la concierge. Le rendez-vous, chez elle, expliquait l'absence d'effraction. Élodie leur avait ouvert la porte, peut-être dans une tentative naïve de les raisonner, de faire appel à leur conscience. La tasse de café renversée prenait alors tout son sens, le moment où la discussion avait basculé, où la persuasion avait laissé place à la contrainte. Lefebvre visualisait la scène, Élodie, seule, face à 2 hommes déterminés, réalisant trop tard que la valeur de l'art pouvait être éclipsée par la brutalité des intérêts financiers. Elle avait été enlevée pour être réduite au silence, pour que son rapport ne voie jamais le jour. L'enquête se concentrait désormais sur une seule et unique piste, retrouver les 2 hommes et faire pression sur les autorités suisses pour obtenir des réponses de la famille Schmitt. L'analyse de l'éclat de pigment bleu s'avéra plus révélatrice encore. Le laboratoire de la police scientifique, en collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France, situé sous le Louvre, confirma qu'il s'agissait bien de lapis-lazuli d'une qualité exceptionnelle. Mais ils découvrirent autre chose. Le liant utilisé pour fixer le pigment était une huile de lin traitée avec une résine spécifique, une technique de préparation très particulière, documentée comme étant l'une des signatures du Titien dans sa période de jeunesse. De plus, des traces infimes d'un vernis rare, appliqué bien plus tard, au XIXe siècle, correspondaient à une restauration connue effectuée sur plusieurs œuvres de la collection Fischer. Cet éclat de pigment n'était pas seulement un morceau du tableau, il était son acte de naissance et sa carte d'identité. Il prouvait, sans qu'on ait besoin de voir la toile, que le tableau spolié et le tableau des Schmitt étaient une seule et même œuvre. C'était la preuve scientifique irréfutable qu'Élodie s'apprêtait à livrer, une preuve qui valait des millions et qui, désormais, avait coûté la liberté, et peut-être la vie, d'une femme. La capitaine Dubois utilisa cette nouvelle preuve pour intensifier la pression sur ses homologues suisses. Le rapport scientifique était incontestable et donnait un poids considérable à la demande d'entraide judiciaire. Elle ne se contenta pas des canaux officiels et utilisa ses contacts personnels au sein de la police fédérale à Berne pour accélérer le processus. Elle leur transmit le portrait robot des 2 suspects, établi d'après le témoignage de la concierge. L'étau se resserrait. En France, Lefebvre décida de rendre l'affaire publique, mais de manière contrôlée. Il organisa une fuite d'informations vers un journaliste d'investigation réputé du journal Le Monde, spécialisé dans les affaires de marché de l'art. L'objectif était double, créer une pression médiatique sur la famille Schmitt et lancer un appel à témoins plus large. L'article, publié en une, fit l'effet d'une bombe, secouant le monde feutré des collectionneurs et des galeries d'art de Genève à Paris. Le nom des Schmitt n'était pas explicitement mentionné, mais les détails étaient suffisamment précis pour que les initiés comprennent de qui il s'agissait. Le silence qui protégeait les ravisseurs commençait à se fissurer. La publication de l'article provoqua des remous immédiats. Le téléphone du quai des Orfèvres se mit à sonner. Des galeristes, des historiens d'art, des experts anonymes, tous sentaient le vent tourner et voulaient se distancier de l'affaire ou, au contraire, apporter leur pierre à l'édifice. Un appel retint particulièrement l'attention de Lefebvre. Il provenait d'un vieil expert en tableaux anciens, à la retraite, qui avait travaillé pour le patriarche de la famille Schmitt dans les années 80. L'homme, la voix tremblante, souhaitait rester anonyme mais se sentait moralement obligé de parler. Il confirma qu'il avait expertisé le « portrait d'homme » à l'époque et avait émis de sérieux doutes sur sa provenance. Le patriarche Schmitt l'avait alors sèchement congédié, lui ordonnant d'oublier jusqu'à l'existence du tableau. Il ajouta un détail crucial, il avait remarqué à l'époque une minuscule restauration au niveau du col du sujet, une retouche maladroite qui, selon lui, cachait une ancienne inscription. Peut-être une signature, ou plus probablement, le cachet d'une collection. Une information qui pourrait permettre d'identifier formellement l'œuvre, si on la retrouvait. Pendant ce temps, en Suisse, la pression médiatique et diplomatique portait ses fruits. Les autorités cantonales, soucieuses de l'image de leur place financière,
ne pouvaient plus ignorer la demande française. Elles identifièrent le propriétaire de la Berline Noire, une société de sécurité privée basée à Genève, fréquemment employée par la famille Schmitt. Les deux hommes furent rapidement identifiés. L'un était un ancien agent des services de renseignement suisses, reconverti dans la sécurité de haut vol. L'autre, un homme de main au passé plus trouble. Ils furent convoqués pour un interrogatoire. Face aux preuves accablantes, leur présence à Paris, le témoignage de la concierge, les relevés de leur téléphone portable les plaçant dans l'appartement d'Élodie, ils finirent par craquer. Ils admirent avoir exfiltré Élodie Blanchard sur ordre de leur client. Ils l'avaient emmenée, contre son gré mais sans violence physique excessive selon eux, dans un chalet isolé dans le canton du Valais, en Suisse. Elle était vivante, séquestrée, en attendant que l'affaire se tasse. Pour les enquêteurs, c'était une victoire immense. Élodie était en vie, la course pour la sauver commençait. L'annonce que les ravisseurs avaient faite fut accueillie comme une détonation dans la salle de crise du 36. Élodie était vivante. Un soulagement immense, presque irréel, submergea Lefebvre et Dubois, mais il fut immédiatement éclipsé par la complexité de la situation. La confession des deux hommes, si cruciale fût-elle, n'était qu'une clé ouvrant sur un labyrinthe juridique encore plus dense. Élodie se trouvait sur le territoire suisse, et dès lors, l'enquête n'appartenait plus entièrement à la France. Le procureur du canton du Valais, un certain maître Bernard Rossi, fut saisi de l'affaire. Homme réputé pour son formalisme et son attachement scrupuleux à la procédure, il fit immédiatement savoir que toute intervention serait menée selon les lois helvétiques et uniquement après vérification de tous les éléments. Pour l'équipe française, qui sentait l'urgence de chaque seconde, cette rigueur procédurale sonnait comme un mur infranchissable. La souveraineté suisse devenait le premier obstacle à la libération d'Élodie, un bouclier légal dont leurs adversaires allaient sans doute se servir. Les jours qui suivirent furent un long supplice de communication frustrante et d'attente insupportable. La capitaine Dubois passait ses journées au téléphone avec ses homologues de Berne et le bureau du procureur Rossi. Les conversations étaient polies, professionnelles, mais désespérément lentes. Les Suisses parlaient de commission rogatoire complémentaire, de vérification de la recevabilité des aveux et de la nécessité de ne précipiter aucune action qui pourrait compromettre la procédure. Pour Lefebvre, cette prudence confinait à l'obstruction. Il voyait dans cette inertie la main invisible de la famille Schmitt, dont les avocats genevois, réputés pour leur pugnacité, devaient déjà être à la manœuvre. Il ne la garde pas là-haut pour le bon air des Alpes, Valérie, lança-t-il, l'exaspération perçant dans sa voix. Il gagne du temps, soit pour la déplacer, soit pour la faire taire définitivement. Chaque heure que Rossi passe à vérifier ses tampons est une heure de danger en plus pour elle. La collaboration, si prometteuse, se heurtait désormais au rythme glacial de la justice internationale. La crainte de Lefebvre se matérialisa rapidement. Le cabinet d'avocats représentant la famille Schmitt déposa une série de requêtes auprès du procureur Rossi, contestant la légalité de l'enquête française et la validité des aveux de leurs employés, qu'ils prétendaient obtenus sous une pression psychologique illégitime. Cette offensive juridique, bien que prévisible, eut l'effet escompté. Elle instilla le doute et renforça la prudence du procureur suisse. Ce dernier exigea des compléments d'information, des traductions assermentées de chaque pièce du dossier, des garanties formelles du Quai d'Orsay. La machine bureaucratique s'était emballée, transformant une opération de sauvetage en une bataille de paperasse. Pendant ce temps, l'équipe française se sentait totalement impuissante, simple spectatrice d'un jeu dont elle ne maîtrisait plus les règles. L'image d'Élodie, seule et captive dans un chalet de montagne, hantait les esprits, tandis qu'à des centaines de kilomètres de là, le droit et l'influence protégeaient ceux qui l'avaient privé de sa liberté. Le système judiciaire, conçu pour protéger, était devenu l'arme de l'ennemi. Face à l'inertie calculée de la justice suisse, le commissaire Lefebvre décida de jouer sa carte la plus risquée mais potentiellement la plus dévastatrice, la presse. Il recontacta Antoine Keller, le journaliste d'investigation du Monde. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une simple fuite contrôlée. Lefebvre lui livra, sous le sceau de la confidence la plus absolue, l'essentiel du dossier, les doutes d'Élodie, le carnet, la spoliation présumée de la famille Fischer, et surtout, la séquestration en Suisse sur ordre de la famille Schmitt. Keller, sentant l'ampleur de l'affaire, mobilisa toutes ses ressources. Il ne se contenta pas des informations policières. Il activa ses propres réseaux, des contacts à Genève et Zurich, des historiens de l'économie qui avaient, par le passé, effleuré les zones d'ombre de l'empire industriel Schmitt. Il commença à creuser dans le passé, bien avant l'acquisition du tableau, à l'époque où la fortune de la famille s'était consolidée dans le fracas de la Seconde Guerre mondiale, une période de neutralité officielle mais de collaboration économique officieuse. Parallèlement, la capitaine Dubois fit appel à une sommité dans le domaine de la spoliation artistique, une historienne de l'art nommée Hélène Bergier, dont les travaux sur le marché de l'art sous l'occupation faisaient autorité. Dans une salle sécurisée de l'OCBC à Nanterre, l'historienne étudia le fac-similé du carnet d'Élodie et les archives concernant la collection Fischer. Son expertise apporta une lumière nouvelle.
Elle reconnut dans les notes d'Élodie les noms de certains intermédiaires et galeries suisses qui, dans les années 1940 et 1950, s'étaient spécialisés dans le nettoyage d'œuvres d'art aux origines troubles. Les Schmitt n'ont probablement pas volé le tableau eux-mêmes, expliqua-t-elle à Lefebvre et Dubois. Ils l'ont acquis via un circuit opaque, une succession de ventes fictives et de faux certificats conçus pour le rendre présentable. C'est un schéma classique. Elle leur indiqua le nom d'une galerie genevoise, fermée depuis longtemps, qui était la plaque tournante de ce trafic. C'était une piste concrète, un moyen de reconstruire la chaîne de possession et de prouver la mauvaise foi originelle des acheteurs. L'enquête s'enrichit également du témoignage formalisé du vieil expert en tableaux anciens. Rassuré par le tournant que prenait l'affaire, il accepta de signer une déposition détaillée, bien que son anonymat fût garanti. Il décrivit avec une précision d'horloger la technique picturale du portrait, la composition des pigments qu'il avait pu analyser sommairement à l'époque, et surtout, il précisa l'emplacement de la retouche suspecte sur le col du personnage. Il était convaincu qu'elle dissimulait un élément d'identification. Les grandes familles de collectionneurs avaient souvent leur propre marque, un cachet discret apposé au dos ou parfois intégré à l'œuvre, expliqua-t-il. D'après mes recherches sur les ficheurs, leur cachet était un F stylisé, entrelacé avec une petite étoile. Une analyse par réflectographie infrarouge ou par rayon X à cet endroit précis ferait apparaître la marque, si elle n'a pas été détruite. La preuve ultime était là, à portée de main, mais elle se trouvait sur une toile aussi captive que la restauratrice qui avait découvert son secret. Quelques jours plus tard, l'article d'Antoine Keller parut en première page du Monde, puis fut immédiatement relayé par les plus grands journaux internationaux. L'effet fut cataclysmique. Le journaliste ne se contentait pas d'évoquer la spoliation du tableau. Il exposait, documents à l'appui, les liens économiques étroits entre le conglomérat Schmitt et plusieurs entreprises travaillant pour l'effort de guerre nazi. Il dessinait un portrait dévastateur du patriarche de la famille, le présentant non pas comme un simple collectionneur, mais comme l'héritier d'une fortune bâtie sur des compromissions historiques. L'affaire changea de dimension. Ce n'était plus un litige sur une œuvre d'art, mais une mise en cause publique de la probité de l'une des plus grandes dynasties industrielles suisses. Le scandale éclaboussa la place financière de Genève et mit le gouvernement helvétique dans une position intenable, forcé de réagir face à la pression médiatique mondiale. Le silence et la lenteur procédurale n'étaient plus des options. La déflagration médiatique fit voler en éclats le mur de la procédure. Sous la pression de Berne, le procureur du Valais, Bernard Rossi, changea radicalement de ton. Les communications devinrent fluides, urgentes. Mais le coup de grâce vint de l'intérieur même de la forteresse Schmitt. Une source anonyme, se présentant comme un membre de la famille en rupture avec le patriarche, contacta directement la capitaine Dubois sur une ligne sécurisée. La voix, jeune et paniquée, confirma l'emplacement exact du chalet où Élodie était retenue. « Il faut agir vite », supplia la source. « Mon grand-père devient incontrôlable. La publication de l'article l'a rendu fou de rage et paranoïaque. Il n'écoute plus ses avocats, il ne suit plus aucun plan. Il parle de tout faire disparaître, le tableau. Et elle, la menace n'était plus celle d'une séquestration à long terme, mais celle d'un acte désespéré et imminent. La bataille juridique était terminée. Une course contre la montre pour sauver la vie d'Élodie venait de commencer. Si vous avez suivi cette enquête haletante, écrivez dans les commentaires « Libérez Élodie » pour montrer votre soutien. La situation est plus critique que jamais. La police française et les autorités suisses, enfin unies par l'urgence, se préparaient à l'assaut. Le chalet, isolé dans les hauteurs enneigées du Valais, était devenu le théâtre potentiel d'un dénouement tragique. Lefebvre et Dubois, arrivés sur place en hélicoptère avec une unité du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, GIGN, coordonnaient l'opération avec leurs homologues suisses. Le plan devait être parfait. Le patriarche Schmitt, un homme de plus de 80 ans, était peut-être physiquement diminué, mais il était acculé et potentiellement armé. Les deux hommes de main, bien que leurs aveux aient permis de localiser Élodie, restaient des professionnels dangereux. L'objectif principal était la libération de l'otage sans effusion de sang, mais la tension était à son comble. Chaque craquement de branches dans le silence de la montagne pouvait être le signal d'une catastrophe. L'assaut fut lancé à l'aube, dans la lumière blafarde d'un matin glacial. Les équipes d'intervention suisses, appuyées par les observateurs du GIGN, prirent position autour du chalet en bois massif. Utilisant des drones thermiques, ils confirmèrent la présence de 4 personnes à l'intérieur. Les 2 ravisseurs, un vieil homme correspondant à la description du patriarche Schmitt, et une 4e personne, immobile dans une chambre à l'étage, probablement Élodie. L'ordre fut donné. En quelques secondes, les portes et les fenêtres volèrent en éclats. Les cris en allemand et en français se mêlèrent au bruit des pas lourds des commandos. Les 2 gardes du corps, surpris dans leur sommeil, furent neutralisés sans opposer de résistance majeure. Dans le salon principal, le vieux Manfred Schmitt était assis dans un fauteuil, un fusil de chasse posé sur ses genoux, mais il ne fit aucun geste. Son regard était vide, celui d'un homme qui avait déjà tout perdu. À l'étage, les policiers trouvèrent Élodie, attachée à une chaise, mais saine et sauve.
Le soulagement fut immense, un silence profond succédant au chaos de l'intervention. Le retour d'Élodie Blanchard à Paris fut discret, loin de l'agitation médiatique qu'avait provoquée son affaire. Affaiblie mais déterminée, sa première demande fut de voir le commissaire Lefebvre et la capitaine Dubois. Dans le bureau du 36, quai des Orfèvres, elle leur raconta sa captivité. Elle confirma que les deux hommes l'avaient contrainte à les suivre après une discussion tendue dans son appartement, où elle leur avait annoncé son intention de révéler la vérité sur le tableau. Il l'avait conduite en Suisse, dans ce chalet, où le patriarche Schmitt l'avait rejointe quelques jours plus tard. Il n'avait pas été violent, mais sa détermination froide l'avait terrifiée. Il avait tenté de la convaincre, de la raisonner, en lui offrant une somme d'argent colossale pour qu'elle falsifie son rapport et qu'elle disparaisse pendant quelques années. Face à son refus obstiné, son attitude s'était durcie, devenant menaçante, surtout après la publication des articles de presse qu'il avait exposés au monde entier. Son témoignage était la pièce finale du puzzle, celui qui allait sceller le destin judiciaire de la famille Schmitt. Le tableau, retrouvé intact dans une pièce sécurisée du chalet, fut placé sous scellé et confié aux experts du Centre de recherche et de restauration des musées de France. L'analyse par réflectographie infrarouge fut menée en présence d'huissiers et d'experts judiciaires. L'image apparut lentement sur l'écran de contrôle, révélant ce qui était caché sous la peinture du col depuis plus de 75 ans. C'était là, indubitable, un petit F stylisé, délicatement entrelacé avec une étoile de David. Le cachet de la collection Fischer. La preuve était irréfutable, ce n'était pas seulement une œuvre de jeunesse du Titien d'une valeur inestimable, c'était un témoin silencieux de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Sa restitution imminente aux ayants droit de la famille Fischer n'était pas seulement une victoire juridique, c'était un acte de mémoire, une réparation, aussi infime soit-elle, d'une injustice historique. L'art, qui avait été au cœur du crime, devenait l'instrument de la justice. Le procès qui s'ensuivit fut retentissant. Manfred Schmitt et ses deux complices furent jugés en Suisse pour enlèvement et séquestration. Compte tenu de son âge et de son état de santé, le patriarche échappa à une lourde peine de prison mais fut condamné à une amende record et à une assignation à résidence stricte jusqu'à la fin de ses jours. Son empire industriel, terni par le scandale, fut repris par la jeune génération qui s'empressa de créer une fondation dédiée à la recherche et à la restitution des œuvres d'art spoliées, dans une tentative de racheter le nom de la famille. En France, le tableau fut officiellement restitué aux descendants de la famille Fischer lors d'une cérémonie émouvante au ministère de la Culture. Élodie Blanchard, présente, regarda l'œuvre avec une émotion contenue. Par son courage et son intégrité, elle n'avait pas seulement sauvé un chef-d'œuvre, elle avait permis à une parcelle de vérité de refaire surface, prouvant que même face aux fantômes les plus puissants du passé, la quête de justice peut, parfois, l'emporter. L'affaire semblait close, une victoire nette pour la justice et la mémoire. Le nom de Schmitt était devenu synonyme de scandale, tandis que celui d'Élodie Blanchard incarnait l'intégrité. Pourtant, plusieurs semaines après le verdict, le commissaire Lefebvre ressentait une étrange insatisfaction, comme une note discordante dans une symphonie achevée. Guidé par son intuition, il rendit une visite impromptue à Élodie. Il s'attendait à la trouver apaisée, reprenant le cours de sa vie. Il la découvrit au contraire dans son atelier, au milieu de la nuit, entourée de piles de documents d'archives jaunies, une lueur fébrile dans le regard. Elle n'était pas en train de tourner la page, elle creusait plus profond. Devant son air interrogateur, elle murmura qu'un détail dans les papiers privés de la famille Fischer la tourmentait, une incohérence dans l'histoire officielle de l'acquisition du tableau, une histoire qui commençait bien avant la guerre. Le silence dans l'atelier était plus lourd que celui qui régnait dans son appartement le jour de sa disparition. Face à l'insistance silencieuse de Lefebvre, Élodie comprit qu'elle ne pouvait plus garder son secret. Elle lui avoua la vérité, non pas celle du tableau, mais la sienne. Son obsession pour cette œuvre n'était pas purement professionnelle. Sa grand-mère était la fille du cousin qui avait déposé la première réclamation en 1946. Sa carrière entière, son choix de spécialisation, sa quête méticuleuse dans les cercles de l'art, tout avait été orienté vers un seul but, retrouver le Titien des Fischer. Elle n'avait jamais anticipé l'enlèvement, mais elle avait sciemment mis en lumière les doutes sur la provenance, espérant déclencher une enquête officielle qui réussirait là où sa famille avait échoué pendant des décennies. Elle n'était pas une victime accidentelle prise dans la tourmente, mais l'instigatrice patiente d'une justice familiale, une héritière qui avait utilisé son expertise comme une arme pour reconquérir son patrimoine. Lefebvre la regarda différemment, voyant non plus la restauratrice discrète, mais une stratège déterminée. Le véritable choc, cependant, restait à venir. La justice n'est pas aussi simple que nous voudrions le croire, commissaire, dit-elle en lui tendant une lettre fragile. Ce n'était pas un document officiel, mais une correspondance privée, retrouvée dans une malle oubliée après la restitution du tableau aux ayants droit. La lettre, datée de 1938, était de l'ancêtre collectionneur, Joseph Fischer, adressée à son frère à New York. Il y décrivait avec une fierté non dissimulée comment il venait d'acquérir le « portrait d'homme » pour une fraction de sa valeur.
Le vendeur était un banquier juif viennois, ruiné par les lois antisémites qui précédaient l'Anschluss, contraint de liquider sa collection dans la panique pour financer sa fuite. Le tableau n'avait pas été spolié par Fischer, mais il avait été acquis sur les cendres d'un autre destin brisé par la même haine. La restitution légale, si célébrée, cachait une faille morale béante. Le Titien n'était pas seulement le témoin d'un crime nazi, mais le symbole d'une chaîne de tragédies où les victimes et les profiteurs n'étaient pas toujours ceux que l'on pensait. Le commissaire Lefebvre resta silencieux, la lettre de 1938 posée sur la table de travail entre lui et Élodie. Le poids de ces quelques lignes semblait absorber tout l'air de l'atelier. Pour lui, homme de loi et de procédure, la situation était un casse-tête insoluble. Légalement, l'affaire était close. La spoliation par les Schmitt était avérée, la restitution aux héritiers Fischer actée. Mais cette lettre révélait une strate de vérité plus ancienne, une injustice originelle qui sapait les fondements moraux de leur victoire. Il regarda Élodie, dont le visage était une toile de désarroi. Toute sa quête, l'héritage de sa famille, cette croisade menée au nom de la justice, reposait désormais sur un acte qui, sans être illégal à l'époque, était moralement indéfendable. La fierté de Joseph Fischer, se vantant d'une bonne affaire faite sur le dos d'un autre homme au bord du gouffre, résonnait comme une note amère et dissonante, transformant une histoire de réparation en un cycle tragique de prédation. Antoine Keller, le journaliste du Monde, avait décidé de transformer son scoop en un livre enquête. Les héritiers Fischer, reconnaissants et désireux de voir leur histoire immortalisée, lui avaient ouvert leurs archives familiales. C'est en triant des boîtes de correspondance privées, à la recherche de détails humains pour enrichir son récit, qu'il tomba sur la lettre de 1938. Il la lut une fois, puis deux, sentant le sol se dérober sous ses pieds. La narration simple et héroïque qu'il avait construite s'effondrait. Son premier réflexe fut de l'écarter, de protéger la mémoire des Fischer, de ne pas compliquer une histoire qui avait eu le mérite de faire condamner les coupables. Mais son éthique de journaliste reprit le dessus. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, ne pouvait être partielle. Omettre cette lettre serait un mensonge, une trahison envers ses lecteurs et envers l'histoire elle-même. Après une nuit d'hésitation, il prit sa décision. Le monde devait savoir. La vérité complète, même si elle devait briser les icônes qu'il avait contribué à créer. La nouvelle publication de Keller fit l'effet d'une onde de choc bien plus dévastatrice que la première. Le titre, sobre et brutal, Le Titien des Fischer, une victime en cachait une autre, enflamma les débats publics. Le récit manichéen vola en éclats, remplacé par une fresque grise et complexe. Des tribunes virulentes s'affrontèrent dans les journaux. D'un côté, ceux qui défendaient la restitution, arguant que la tragédie de la Shoah ne pouvait être mise en balance et que Fischer restait la dernière victime légitime. De l'autre, des voix, notamment celles d'associations de descendants de juifs autrichiens, s'élevèrent pour réclamer une nouvelle expertise historique, qualifiant l'acquisition de 1938 de « spoliation par contrainte ». La fondation Schmitt, dans un communiqué habile, se déclara profondément troublée et appela à une justice historique complète, se positionnant astucieusement en arbitre moral et détournant l'attention de sa propre culpabilité. Le monde de l'art, une nouvelle fois, était plongé dans une introspection douloureuse sur la véritable signification de la provenance et de la possession. Quelques semaines plus tard, Lefebvre retrouva Élodie sur le pont des Arts. Loin de l'agitation médiatique, le silence n'était troublé que par le clapotis de la scène. Elle n'était plus l'ombre d'elle-même, mais une femme animée d'une nouvelle résolution. « Je vais les retrouver, dit-elle simplement. Les descendants du banquier viennois. C'est mon devoir maintenant. » Elle expliqua qu'avec les autres héritiers Fischer, ils avaient décidé de mettre le tableau en vente et d'utiliser une part substantielle des bénéfices pour créer un fonds de recherche destiné à retrouver la famille du vendeur originel et à lui offrir une réparation. Ce n'était pas une obligation légale, mais un impératif moral. En la regardant, Lefebvre comprit que la véritable justice n'était pas celle des tribunaux, mais celle, plus intime et plus exigeante, que l'on se rend à soi-même. L'affaire était close pour la police, mais l'histoire du tableau, elle, continuait, portée par une femme qui avait choisi de ne pas se contenter d'une vérité confortable, mais de porter le poids de son histoire entière. Si cette histoire complexe sur les méandres de la justice et de la mémoire vous a touché, abonnez-vous et découvrez notre prochaine enquête qui explore un autre cas où les apparences sont tout aussi trompeuses. Cliquez ici pour ne rien manquer. La vente aux enchères se déroula chez Christie's, à Londres, dans la salle principale de King Street, là où l'histoire de l'art rencontre le capital mondial. L'air était électrique, chargé d'une tension palpable et de l'odeur discrète des parfums de luxe. Au centre de la scène, sous un éclairage dramatique, le portrait d'homme à la barbe rousse semblait observer la salle de ses yeux peints il y a 5 siècles. L'assemblée était un concentré de pouvoir et de richesse. Des collectionneurs dont le nom n'apparaissait que dans les classements de Forbes, des directeurs de musées nationaux, et des agents agissant pour des fortunes anonymes. Élodie Blanchard était assise au 4e rang, seule. Son visage était impénétrable, mais son regard ne quittait pas la toile. Elle n'était pas là pour assister à une transaction, mais pour accomplir un acte de transmission. Le commissaire-priseur frappa un léger coup de marteau.
Lot 34. Tiziano Veselio. Nous commençons les enchères à 30 millions de livres sterling. Un silence quasi religieux tomba sur la salle. La bataille fut brève mais d'une violence inouïe. Les offres fusèrent, passant de 30 à 40, puis 50 millions en moins de 2 minutes. C'était un ballet de chiffres vertigineux, annoncé par la voix calme et rythmée du commissaire-priseur, tandis que les mains se levaient et que les agents au téléphone murmuraient leurs instructions. Élodie restait immobile, comme une statue au milieu de cette frénésie. Chaque nouvelle offre qui résonnait dans la salle n'était pas pour elle un gain, mais le poids d'une responsabilité qui s'alourdissait. La lutte se resserra bientôt entre deux enchérisseurs anonymes, au téléphone, l'un à Hong Kong, l'autre à New York. 60 millions, 65, 70, la salle retenait son souffle. 72 millions de livres à ma droite. Une fois, deux fois. Adjugé, le marteau claqua, sec et définitif. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Le tableau avait un nouveau propriétaire, mais son histoire, elle, venait enfin de trouver ses véritables héritiers. La rencontre n'eut pas lieu dans les bureaux feutrés de Christie's, mais une semaine plus tard, dans la quiétude de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, à Paris. Élodie attendait, près d'une fenêtre donnant sur les jardins du Palais Royal. La porte s'ouvrit sur une femme âgée, au trait fin et à la démarche lente, soutenue par son petit-fils. C'était Léa Adler, la petite-fille du banquier viennois, que les recherches acharnées d'Antoine Keller avaient permis de retrouver à Tel Aviv. Il n'y eut ni larmes, ni long discours. Le silence était chargé du poids de deux destins familiaux tragiquement liés par une toile. Élodie fit glisser un document sur la table. Ce n'était pas un chèque, mais l'acte de création de la Fondation Fischer-Adler. Léa lut le document, ses doigts suivant les lignes qui scellaient la reconnaissance de l'histoire de sa famille. Elle releva la tête, et dans un français teinté d'un léger accent, elle murmura un simple mot, un mot qui réparait une fracture de près d'un siècle, merci. La justice n'était pas tombée avec le marteau du commissaire-priseur, elle venait de naître dans ce simple mot. L'affaire du Titien, comme la presse l'avait baptisée, dépassa rapidement les colonnes des faits divers et des pages culturelles pour devenir un véritable phénomène de société en France. Elle provoqua une onde de choc qui força le pays à une introspection sur son propre rapport à l'histoire et à la mémoire. Le récit, dans sa complexité, avait brisé la vision simpliste de la spoliation. Il ne s'agissait plus seulement des biens volés par l'ennemi nazi, mais aussi de ces zones grises, de ces transactions légales en apparence mais moralement insoutenables, conclues à l'ombre de la persécution. Le débat public s'enflamma, des historiens, des juristes et des philosophes s'exprimant dans des tribunes passionnées. La question n'était plus seulement « à qui appartient cette œuvre ?» mais qu'est-ce qu'une juste réparation ? Le cas Blanchard-Fischer-Adler devint une référence, un précédent qui obligeait désormais à regarder au-delà des actes de propriété pour sonder les consciences et les circonstances, redéfinissant le devoir de mémoire pour les générations à venir. L'impact de l'affaire se concrétisa par deux actes fondateurs. D'abord, le Parlement français, sous l'impulsion d'un groupe transpartisan de députés émus par le récit, vota une loi historique. Surnommée par la presse la « loi Élodie Blanchard », elle crée un nouveau cadre juridique pour la reconnaissance des acquisitions sous contrainte morale, pour les œuvres d'art cédées durant les périodes de persécution, même en l'absence d'un acte de spoliation avéré. Le témoignage d'Élodie devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale fut un moment d'une rare intensité, sa voix calme et précise donnant un poids humain et irréfutable à la nécessité de la loi. Ensuite, au cœur du Marais, le musée d'art et d'histoire du judaïsme inaugura un mémorial singulier, une salle où une reproduction numérique du Titien était exposée, son histoire complexe défilant à ses côtés, de Vienne à Paris, de la Suisse à Londres. Un lieu non pas de contemplation de l'art, mais de méditation sur la fragilité de la justice. Des mois plus tard, le commissaire Lefebvre classa définitivement le dossier. Sur la couverture en carton, il écrivit le mot « clos », mais il savait que c'était un leurre. Cette affaire ne se refermerait jamais vraiment, ni pour lui, ni pour la société. Elle avait ouvert une brèche dans ses certitudes, lui rappelant que la loi n'est qu'un outil imparfait pour réparer les blessures de l'histoire. Il repensa à Élodie, non pas comme la victime qu'il avait cru secourir, ni même comme la stratège qu'il avait découverte, mais comme une passeuse de mémoire, une femme qui avait accepté de porter le fardeau d'une vérité entière, avec ses ombres et ses contradictions. La justice, avait-il compris, n'était pas une destination que l'on atteint, mais un horizon vers lequel on marche, une quête sans fin pour une réparation toujours plus juste. Et parfois, cette quête commence par le courage d'une seule personne refusant le confort d'un silence arrangé. Si cette histoire complexe sur les méandres de la justice et de la mémoire vous a touché, abonnez-vous et découvrez notre prochaine enquête qui explore un autre cas où les apparences sont tout aussi trompeuses. Cliquez ici pour ne rien manquer.